La justice n'est-elle pas cette clé de voûte permettant de respecter ce fameux contrat social ? Des individus se regroupant pour former une société en échange d'une protection totale. Mais qu'en est-il lorsque celle-ci échoue dans une tâche aussi primordiale ? Certainement l'horreur qui va suivre après une erreur interdite, mais fatale. Lorsque l'on parle du pays de la Loire, la première ville s'affichant dans notre esprit est celle de Nantes. Pourtant, ce n'est pas notre destination, puisque nous nous rendons plus à l'ouest encore, sur le littoral, à Pornic. Ce mercredi 19 janvier 2011 est un jour de milieu de semaine comme tous les autres pour la plupart des gens, y compris pour Jessica Perret, une jeune lycéenne de 18 ans qui se prépare pour se rendre au lycée. Il est environ 7h du matin quand elle claque la porte de chez elle pour entamer cette longue journée qui l'attend. Elle arpente les rues de son lotissement comme elle le fait à chaque fois, presque par automatisme désormais. Seulement ce matin est différent des autres puisque sur son chemin, après avoir à peine marché environ 50 mètres, elle constate quelque chose d'étrange sur la chaussée qui ne devrait pas s'y trouver. Il s'agit d'un scooter de couleur rouge, mais surtout, il lui appartient, ainsi qu'à sa sœur jumelle, Laetitia, aussi âgée de 18 ans. C'est alors qu'elle nourrit une forte inquiétude à propos de sa jumelle. La maison n'est pas loin, il suffit de faire demi-tour et demander des explications. Lorsque Jessica se rend dans la chambre de sa sœur, elle ne s'y trouve pas. C'est la panique. La veille, celle-ci est allée honorer son service du soir dans le restaurant de l'hôtel de Nantes pour lequel elle travaille à la Bernerie en Ré, une commune voisine de Pornic. Laetitia est en alternance, préparant un CAP dans le domaine de la restauration. À l'évidence, elle n'est jamais rentrée dans la maison tandis que son scooter se trouve à peine à 50 mètres de celle-ci. La situation est trop angoissante. La gendarmerie est appelée. Les premiers gendarmes arrivent pour constater l'engin renversé sur le côté de la chaussée, comme s'il avait été percuté à la suite d'un accident après avoir, semble-t-il, glissé sur plus d'une dizaine de mètres. La crainte de l'accident se confirme donc. Laetitia a peut-être été transportée à l'hôpital, mais cela ne fait pas redescendre l'anxiété de sa sœur, au contraire. Pour les gendarmes, c'est évident que le scooter est entré en collision avec un autre véhicule. En revanche, ils tergiversent sur l'état du deux roues. Celui-ci n'est pas en si mauvais état qu'il devrait l'être si un tel accident s'était produit avec un second véhicule au point de se retrouver à plus de 10 mètres du point d'impact. Il n'y a que quelques éraflures, les feux avant et arrière pourtant fragiles ne sont pas endommagés. Le scooter aurait dû voir voler en éclats sa carrosserie, ses feux, ses rétroviseurs, bref, cela n'a pas de sens. Cela en a encore moins quand des affaires appartenant à Laetitia sont découvertes à proximité, notamment ses chaussures, les clés du scooter sur le contact et des papiers. Ce qui est surprenant, parce que si un accident avait eu lieu ici, que des secouristes s'étaient rendus sur place, aucun de ces objets n'aurait été délaissé ainsi au milieu de la voirie, tout comme le scooter d'ailleurs. Il n'y a pas de traces de sang non plus, ce qui est rare lors d'un accident de la route impliquant un deux roues. Les gendarmes font preuve de méfiance. Les éléments qu'ils devraient trouver en cas d'accident de la route sont absents. Ceux, au contraire, qui ne devraient pas apparaître, sont présents. Enfin, il y a des traces de pneus qui sont relevées concordant avec la trajectoire prise par le scooter de Laetitia. C'est une véritable énigme. Cependant, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs et une vérification auprès des hôpitaux de la région est engagée. Aucun d'entre eux ne remonte le signalement d'une jeune femme correspondant à la description de Laetitia. À ce stade, les personnes chargées de résoudre ce mystère considèrent que l'accident apparaît être une mise en scène. Il se pourrait en réalité qu'il soit face à un cas de fugue, le scooter ayant été laissé à cet endroit pour créer une fausse piste. Émettre cette théorie, pourquoi pas ? À présent, il faut l'étayer, et pour le faire, il est nécessaire de comprendre le passé familial de Laetitia. Les enquêteurs comprennent rapidement que la vie n'a pas été toute rose pour les deux sœurs. Elles sont les filles de Sylvie Larcher et Franck Perret, un couple dont la stabilité s'effrite de jour en jour avec les agissements d'un époux particulièrement violent et alcoolique.
Un comportement qui ne reste pas impuni puisque dans un premier temps, en 1993, alors que les jumelles nées en 1992 n'ont que quelques mois, le couple se sépare. Ils continuent de se voir, Sylvie n'arrivant pas à se détacher de cet homme qu'elle aime malgré ses agissements intolérables. En 1995, pourtant, cela ira trop loin puisque Franck Perret viole son ex-femme sous la menace d'un cutter une première fois. Il tente de recommencer, mais Sylvie réussit à s'enfermer dans les toilettes et à contacter la police qui interpelle l'homme qui sera incarcéré 2 ans plus tard en 1997 après sa condamnation à 5 ans d'emprisonnement, dont 2 avec sursis, par la cour d'assises de Loire-Atlantique. Simplement, après tant de tumulte, la mère est profondément affectée psychologiquement. Elle ne parvient plus à s'occuper correctement de ses 2 filles qui sont d'abord envoyées chez leur grand-mère avant d'être placées en famille d'accueil chez Michel et Gilles Patron. Le changement de vie est brusque. Les parents d'accueil sont proches des 2 jeunes filles. Il y a de la tendresse, de l'attention, tout ce qui fait le ciment d'une cellule familiale. Les années passant, les sœurs jumelles finissent même par se rapprocher de leur père biologique Franck Perret, sorti de prison entre-temps, et gardent le contact. Malgré un passé mouvementé, qui aurait pu créer des envies de s'enfuir, Laetitia ne l'a jamais fait. Cela ne suivrait aucune logique qu'elle décide d'une fuite tandis que les dernières années ont plutôt amélioré ses conditions de vie. Sa situation actuelle ne justifie pas non plus une fugue. Elle se sent bien dans sa vie, aime ses études, son travail ainsi que son petit ami, et ses proches excluent cette possibilité. Et puis, si elle avait décidé de disparaître volontairement, pourquoi aurait-elle abandonné son scooter à 50 mètres de chez elle avec ses chaussures? La fugue est écartée. Il reste donc la 3e voie que tout le monde redoute, mais que les enquêteurs placent à présent en tête des probabilités, la piste criminelle et l'enlèvement. À l'annonce des gendarmes estimant que Laetitia est victime d'un enlèvement, c'est le choc pour la famille d'accueil comme pour la famille biologique. Franck Perret ne perd pas de temps, partant à la recherche de sa fille dans les zones qu'elle fréquente régulièrement mais sans succès. Seul et sans moyens à sa disposition, son entreprise est vaine. Les enquêteurs, quant à eux, s'activent. En premier lieu, ils tentent d'obtenir le maximum d'informations en questionnant les personnes qu'ils ont sous la main. Gilles Patron détaille la nuit du 18 au 19 janvier, celle de la disparition de Laetitia. Il émet des regrets lors de ses explications aux gendarmes, affirmant qu'il ne dormait pas dans la mesure où Laetitia n'était toujours pas rentrée, ses horaires du soir s'étalant normalement de 18h30 à 21h30. À 1h25 du matin, il a entendu un bruit de portière claquer. Il s'est donc rendu à l'extérieur de la maison rapidement et a observé tout autour, sans distinguer quoi que ce soit, et il n'a pas vu le scooter. Ce n'est que le lendemain qu'il découvre l'engin quand Jessica lui signale. Il dit qu'il comprend alors que ce bruit de portière qu'il a entendu correspond au moment de l'enlèvement. Les autorités qui prennent très au sérieux cette disparition font appel à des chiens capables de remonter des pistes à l'odeur. Ces derniers ne bougent pas de l'endroit de l'accident, signifiant que Laetitia a certainement été embarquée par un véhicule ici. La zone est quadrillée. Un hélicoptère survole le coin et la police scientifique se déploie autour du scooter afin de prélever le moindre indice. Pour lancer les investigations correctement, il faut réussir à répondre à une question essentielle. Qui est la personne ayant eu le dernier contact avec Laetitia ? Jusque-là, il n'y a aucune piste intéressante. Alors, la gendarmerie change de fusil d'épaule en décidant de retracer l'emploi du temps, heure par heure, de Laetitia lors des 24 heures précédant son enlèvement. La matinée est classique, il n'y a rien à en tirer. Peu avant 11h, Laetitia se prépare pour faire les 3 km qui la séparent de son lieu de travail, où elle prend son service jusqu'à 15h. C'est à ce moment que sa routine change, puisqu'elle envoie un SMS à Michel Patron pour lui signaler qu'elle reste à la bernerie en Ré durant ses 3h30 de pause. Voici ce que les gendarmes cherchaient, un événement inhabituel dans l'emploi du temps de la jeune femme. Maintenant, il faut connaître les agissements de Laetitia durant ce laps de temps. Plusieurs témoins apportent la lumière sur cette période obscure pour les enquêteurs.
Ils sont plusieurs à affirmer catégoriquement avoir observé la jeune femme en compagnie d'un homme leur étant inconnu, mais décrit comme ayant une trentaine d'années, mesurant plus d'1,80 m, les cheveux coiffés en arrière et le teint relativement pâle. Les témoignages ne s'arrêtent pas à ce simple intervalle de temps. À la fin de la pause de Laetitia, Steven, un jeune homme de 18 ans et collègue de cette dernière puisqu'il est apprenti cuisinier dans le restaurant de l'hôtel, rapporte avoir entendu cet homme crier à la jeune femme de ne pas oublier que c'était lui qui la cherchait ce soir. Les deux, au moment de se quitter, semblent très proches. Ils s'enlacent suffisamment pour que les témoins comprennent que leur relation est ambiguë, ce qui est étonnant dans la mesure où Laetitia a un petit ami nommé Kevin. À environ 22 heures après le service, la jeune femme habituellement fait le chemin retour en suivant Steven. Simplement, ce soir-là, elle le prévient que ce ne sera pas le cas, parce qu'elle rentre plus tard. Le jeune homme acquiesce et fait donc la route seul. Tandis qu'il est en chemin, à scooter, une Peugeot 106 blanche arrive à toute allure, puis le force à freiner. Le conducteur baisse la vitre et Anthony le reconnaît. C'est l'homme avec qui se trouvait Laetitia devant l'hôtel. Il apparaît agacé. Il demande où est Laetitia. Anthony répond qu'elle est encore au travail et l'homme repart aussi vite qu'il est venu. Effectivement, des témoins ont aperçu l'homme rejoindre Laetitia après 22 heures et son service. L'un des clients de l'hôtel de Nantes, que la jeune femme a servi ce soir-là, l'a croisé vers 22h45 au Barbe Blues, un bar du centre de la ville de la Bernerie en Ré. À partir de cet instant, il n'y a plus de témoins directs. Il est donc impossible de déduire ce qu'il s'est passé par la suite. L'investigation n'est pas bloquée pour autant. Quelques heures s'écoulent quand William, le meilleur ami de Laetitia, signale au policier qu'il a discuté avec la disparue par SMS d'abord et au téléphone ensuite. À environ 23 heures, le jeune homme de 18 ans reçoit un message de Laetitia disant « J'ai un truc grave à te dire ». Peu après, vers minuit 30, il répond à son appel et la jeune femme fait une révélation troublante. Elle annonce qu'elle a été violée. Elle est manifestement apeurée. Le ton qu'elle emprunte est hésitant, presque comme si elle essayait de ne pas trop en dire. En fond, William peut entendre de la musique. Et puis Laetitia coupe court à la conversation. Il n'y en aura plus d'autres. Un dernier témoignage s'ajoute à ceux déjà récoltés. Celui du fils des propriétaires de l'hôtel où travaille la jeune disparue. Il vit dans un studio proche de l'établissement de ses parents et ce soir-là, il se détend avec des amis en jouant aux jeux vidéo. À 1h du matin, il y a du grabuge dans sa rue. Il observe à la fenêtre et voit Laetitia, visiblement en pleine dispute, casque à la main, penchée à la vitre d'une Peugeot 106 blanche. Finalement, Laetitia repart en scooter et la voiture ainsi que son conducteur démarre à toute allure dans l'autre sens. La personne qui se trouvait dans ce véhicule est la réponse à la question des gendarmes. L'homme trentenaire conduisant une Peugeot 106 blanche est la dernière personne à avoir vu vivante Laetitia. Mais il n'y a aucune identité, seulement une description. Les gendarmes organisent très vite un second interrogatoire des gens présents dans le bar le soir de la disparition de la jeune femme. Et un nom ressort. L'homme propriétaire de la Peugeot 106 blanche s'appelle Tony Meillon. Enfin propriétaire, pas vraiment. Les enquêteurs découvrent que le véhicule est volé. L'homme qu'ils recherchent est un habitué des voyages en commissariat. Son casier judiciaire fait 7 pages. Il y a 13 condamnations. Et ce ne sont pas simplement des délits, il y a aussi des crimes. Entre mai 1996 et mars 1998, il enchaîne 3 séjours de 3, 4 et 6 mois en prison, principalement pour vol. En 2001, il est condamné par la cour d'assises de Loire-Atlantique à 5 ans de réclusion criminelle pour le viol de son codétenu, alors qu'il se trouvait en détention provisoire en 1999. En août 2003, il est interpellé pour le braquage à main armée et masqué de 3 commerces afin de subvenir à ses besoins en produits stupéfiants. Il écope en juin 2005 de 6 ans d'emprisonnement. En juin 2009, il fait une dernière année derrière les barreaux pour outrage et menace auprès d'un magistrat avant d'être libéré en février 2010. Il est mis à l'épreuve, mais faute de moyens, le suivi n'est pas réalisé comme il se doit. Avec ces informations hautement inquiétantes, Tony Meillon passe du statut de témoin clé à suspect dans l'enlèvement de la jeune Laetitia Perret.
Et s'il est réellement impliqué, il faut agir rapidement, tant cet individu ne semble avoir aucun contrôle. La problématique pour les enquêteurs est que malgré l'identité potentielle du ravisseur, celui-ci n'a pas de résidence fixe. Il pourrait se trouver à plusieurs endroits. Utiliser la localisation de son téléphone portable pourrait être une solution. L'inconvénient est que cela prend du temps, une ressource précieuse qui ne peut être gaspillée. La vie de Laetitia pouvant basculer d'une seconde à l'autre. Il faut faire un choix crucial. Attendre les données de localisation ou bien intervenir immédiatement. C'est la deuxième option qui est choisie. Il ne faut pas se manquer, mais en enquêtant, les gendarmes ont découvert que parmi les nombreux endroits où pouvait crécher Tony Meillon, il y en a un qui peut parfaitement correspondre à une planque pour une séquestration. Au lieu dit le Caspo, proche d'Arton-en-Ré, le cousin de Meillon vit seul sur un grand terrain équipé d'une maison, d'un hangar et d'une caravane. Une infrastructure évidemment parfaite pour retenir une personne contre son gré, d'autant plus que ce fameux cousin est absent, laissant libre voie à Meillon. À 23h ce mercredi 19 janvier 2011, la gendarmerie repère les lieux. Essayant d'avoir l'information essentielle avant de lancer un éventuel assaut, Laetitia est-elle sur place ? Impossible d'en avoir le cœur net. Les 5 maisons isolées sont équipées de lumières dont les détecteurs de mouvement ne manqueront pas de les allumer si les agents venaient à s'aventurer sous l'un d'eux. Des chiens surveillent également les propriétés. Générer de la lumière ainsi que du bruit pourrait faire repérer les gendarmes qui décident d'abandonner la mission de repérage pour ne pas mettre en danger leur vie et celle de Laetitia si elle était retenue là-bas. Le risque est trop grand. Dans ce genre de cas, il est donc fait appel à l'élite des forces d'intervention de la gendarmerie, le GIGN. Il n'y a pas de temps à perdre. Dans la nuit, le topo est fait aux hommes de l'unité d'élite sur leur cible, Tony Meillon. Le maire d'Arton-en-Ré est sorti du lit pour fournir le cadastre du Caspo afin que l'intervention soit exécutée sans encombre. À 4h30 du matin, tous les hommes du GIGN sont en place prêts à lancer l'assaut. Rapidement, la cible est repérée. Non pas dans la caravane, qui est l'endroit lui étant réservé lorsqu'il est de passage, mais dans la maison au rez-de-chaussée. L'assaut des forces de l'ordre est lancé. Les hommes font sauter la porte d'entrée, des projectiles partent en direction de la tête du suspect qui s'écroule proche du canapé. Le médecin du GIGN s'assure que sa vie n'est pas en jeu, et finalement, Tony Meillon est envoyé à l'hôpital de Saint-Nazaire sous bonne garde. Les lieux sont fouillés. Comme les enquêteurs pouvaient s'y attendre, ils trouvent plusieurs choses illégales sur ce terrain. À commencer par la voiture volée, cette Peugeot 106 blanche, mais aussi 700 grammes de résine de cannabis, ainsi qu'une carabine 22 long rifle. En revanche, aucune trace de Laetitia dans la maison. Alors, la caravane est le second endroit vérifié. Là encore, chou blanc. Il reste le hangar, mais les espoirs qui étaient grands de la part des enquêteurs s'éteignent. Même s'ils restent persuadés de l'implication de cet homme dans l'enlèvement de la jeune femme. Le lendemain, Tony Meillon naît le 14 août 1979, dont l'identité a été confirmée grâce au relevé d'empreintes digitales, est conduit au poste, puis placé en garde à vue pour un interrogatoire vers 11h30 du matin. Les gendarmes utilisent plusieurs tactiques afin de faire plier leur suspect qui ne bronche pas en se murant dans un silence de plomb. Les seules fois où il en sort, c'est pour dire qu'il se fout de ce que les enquêteurs ont à lui dire. Il ne sait pas. À fréquence régulière, il glisse des petits sourires narquois qu'il est impossible d'effacer son visage, malgré les menaces d'une peine d'emprisonnement à perpétuité. La solution ne viendra pas de lui, et pour l'instant, il n'est pas la priorité. Il faut retrouver la jeune femme à tout prix. Puisque Tony Meillon n'est d'aucune aide, ce sont les 40 effectifs sur le terrain, ainsi que les 25 autres supplémentaires qui réalisent les interrogatoires de témoins et les recoupements, qui doivent résoudre le mystère de la disparition de Laetitia. Il y a des équipes cynophiles, des plongeurs, des hélicoptères en survol pour essayer de retrouver la jeune femme. Les étangs, le moindre bout de forêt et le terrain du cousin de Meillon sont fouillés. La police scientifique, arrivée entre-temps, passe au crible la maison, le hangar, la caravane et la voiture pour détecter un indice. Dans le coffre de la voiture, il y a énormément de sang séché. Dans le jardin un peu plus loin, il y a le foyer d'un feu fraîchement éteint. Des éléments qui font craindre le pire aux enquêteurs.
En parallèle, au poste, la pression augmente sur les épaules de Meillon qui finit par donner une version des faits. Ce mardi 18 janvier 2011, il aurait croisé Laetitia qu'il connaissait depuis l'été dernier. Ensemble, ils auraient décidé d'aller se promener sur la plage pour fumer quelques joints avant de se retrouver plus tard pour descendre quelques verres. Avant de récupérer Laetitia à l'hôtel, Meillon serait allé dans un magasin Leclerc pour lui acheter des gants. À 22h, il lui offre ses gants, puis se rend au Barbe Blues, enchaînant ensuite avec un second bar, le Quai 46. Entre les deux destinations, ils auraient eu un rapport sexuel consenti sur le capot de la voiture de Meillon. Vers 1h du matin, ils se seraient séparés, Laetitia retournant chez elle en scooter, mais en oubliant les gants que Meillon lui avait offerts. Alors, ce dernier aurait décidé de la rattraper pour lui rendre. C'est là que, involontairement, il l'aurait percuté avec son véhicule et aurait senti la voiture se soulever. Il fumait dans l'habitacle, ce qui aurait engendré un nuage obstruant partiellement sa vision, et n'étant pas spécialement attentif à la route, c'est ce qui aurait causé le drame. Paniqué, au volant d'une voiture dérobée, avec des substances illicites en sa possession et ne sachant pas quoi faire, il aurait placé Laetitia inerte dans le coffre de sa Peugeot pour la ramener chez son cousin. Là-bas, il aurait constaté le décès, puis pris la décision de se débarrasser du corps en la jetant dans le fleuve de la Loire du haut du pont de Saint-Nazaire. Les enquêteurs ne croient qu'une seule chose dans la version de leur suspect, qui le devient encore plus désormais, la mort de Laetitia. Il faut dire que les trouvailles sur le terrain, combinées au dire de Meillon, éteignent définitivement tous les espoirs de retrouver Laetitia vivante. Dans le foyer du feu éteint sous le chariot qui servait de grille de barbecue de fortune, sont découverts des éléments déterminants. Une lame de couteau, une pince, une cisaille, une scie à métaux, ce qui s'apparente à des rivets de jean, des agrafes de soutien-gorge, une jugulaire de casque et une boucle d'oreille appartenant à Laetitia, le tout calciné. Dans la 106, il y a cette forte quantité de sang séché présent dans le coffre. La banquette arrière est manquante, mais elle est retrouvée dans le coffre d'un fourgon et une petite tache de sang est prélevée. Dans le hangar, grâce au luminol, les gendarmes aperçoivent des gouttelettes de sang sur un meuble. Il s'agit de projection et non d'écoulement. Il est clair que Tony Meillon n'a pas révélé toute la vérité lors de sa première version. Pendant que les équipes scientifiques se démènent pour collecter le plus de preuves médico-légales possibles, les enquêteurs placent en garde à vue une deuxième personne du nom de Nicolas Bouvet. Il est un ancien codétenu de Meillon qu'il a rencontré le 19 janvier, le jour de la disparition de Laetitia. Tous les deux avaient cambriolé une entreprise de panneaux solaires afin d'en récupérer le cuivre, un précieux métal. Meillon a donné rendez-vous à son collègue sur le parking du centre commercial Atlantis à Saint-Herblain. Il s'était mis d'accord pour que Meillon écoule le stock de cuivre et donne la part à Bouvet en temps venu. Ce dernier pensait donc que c'était la raison pour laquelle ils se voyaient. Ce n'est pas l'objet de la rencontre. Meillon est totalement paniqué, décrit comme speed et parano par Bouvet qui ne comprend pas ce qu'il se passe. Alors, le suspect annonce à son ami qu'il a renversé un homme la nuit dernière et qu'il a dû le découper. Les restes sont actuellement dans 2 grandes poubelles noires placées dans le coffre de sa voiture. Bouvet pense qu'il s'agit d'un bobard. Meillon tente de l'endormir pour ne jamais lui payer ce qu'il lui doit. Alors, il jette un œil au coffre de la Peugeot et remarque les poubelles. Même si son associé de larcin n'est pas des plus fiables, il ne ment presque jamais. Par conséquent, Bouvet se sent mal à l'aise. Meillon lui demande conseil. Comment ferait-il pour se débarrasser d'un corps découpé ? Il lui indique qu'il devrait jeter les restes dans la Loire. Meillon prend note et demande un dernier service à son ami, qu'il se débarrasse d'une batterie de téléphone que lui tend le suspect. Bouvet la saisit et il est possible de le voir sur les images de vidéosurveillance du centre commercial jeter cette batterie dans un coin du parking. D'après ce nouveau témoignage, Meillon aurait découpé Laetitia Perret avant de s'en débarrasser dans la Loire, ce qui expliquerait les projections de sang découvertes dans le hangar de son cousin. Les policiers sur le terrain se tuent à la tâche pour retrouver les restes de Laetitia. Après de longues heures de recherche, ils se rendent compte que Tony Meillon les prend pour des idiots.
Il affirme s'être débarrassé du contenu des poubelles du haut du pont de Saint-Nazaire. Il aurait même dit avec assurance qu'il n'y a qu'à vérifier les images enregistrées par les caméras. Les autorités ont fait l'erreur, bien qu'orientées également par le témoignage de Nicolas Bouvet, de s'activer avant de vérifier. Il est impossible que Meillon ait pu se débarrasser des parties de corps depuis ce pont sans être signalé dans l'instant à la police ou à la gendarmerie. Le trafic est dense, peu importe l'heure de la journée ou de la nuit. Il n'aurait donc pas pu stopper son véhicule tranquillement et surtout, les images de vidéosurveillance ne montrent personne jeter quoi que ce soit. Ceci pose deux problèmes de taille. Le premier est que la presse française commence à s'intéresser de plus en plus près et de plus en plus largement à l'histoire de la pauvre Laetitia. Le démembrement n'est encore qu'envisagé jusque-là, puisqu'il est difficile de savoir quels propos sont fiables ou non. Pourtant, des radios nationales annoncent déjà que le corps de la jeune femme ne se trouverait plus dans son intégrité. À la télévision aussi, dans les émissions du soir, c'est l'affaire qui ouvre en une le déroulé des informations. Le second problème, plus grave encore, est que sans corps, le combat judiciaire afin de placer en prison Tony Meillon sera difficile. D'autant plus que jusqu'à cet instant, il mène la danse. Il s'est tu durant 2 longues sessions d'interrogatoire au cours desquelles, respectivement, une 60aine de questions, puis une 40aine lui ont été posées. Ce qui lui a permis de comprendre plus ou moins ce qu'avaient les gendarmes contre lui, mais surtout ce qu'ils n'avaient pas, le corps. Habitué des gardes à vue, des cours d'assises et de la prison, Meillon sait que sans le corps, il s'en tire à bon compte. Alors, quand il s'est mis à parler, il n'a pas hésité à envoyer sur une fausse piste les enquêteurs. Le parquet de Nantes reprend l'affaire qui lui est transmise par celui de Saint-Nazaire. Le nouveau juge d'instruction, malgré l'absence de corps, décide de la mise en examen de Tony Meillon pour enlèvement et séquestration, ainsi que son placement en détention provisoire. Durant son transfert, au nez et à la barbe des gendarmes, l'homme se met à chanter que la gendarmerie ne retrouvera pas Laetitia, qu'ils ne savent pas où il la planque et bien d'autres propos irrespectueux. La fin du mois de janvier, jusqu'au début du mois de février, les recherches sont intenses mais stériles. Et puis l'affaire explose. Le mardi 1er février 2011, les journalistes sont enfin autorisés à se déplacer librement sur le terrain au Caspo. Si les autorités les y autorisent, c'est parce que désormais c'est un autre lieu qui est la cible principale des investigations. À une 50aine de kilomètres de là, les plongeurs de la gendarmerie s'apprêtent à fouiller 3 étangs non loin de Lavaux-sur-Loire. L'un d'entre eux s'appelle le Trou Bleu, c'est une ancienne carrière. L'eau est à 4 degrés, elle est aussi opaque, mais l'un des gendarmes pose sa main sur une sorte de cage grillagée. Il marque l'emplacement avec une bouée pour y retourner mieux équipé afin d'examiner la trouvaille. La seconde plongée permet de mieux apercevoir le contenu de la cage. Il y a des doigts qui dépassent ainsi que des cheveux. À 11h30 ce mardi 1er février, les premiers restes de Laetitia Perret sont découverts. Il s'agit des bras, du bas des jambes et de sa tête placés dans un grillage pour créer une nasse lestée à l'aide d'un parpaing à 7 mètres de profondeur. Le buste, en revanche, n'est pas retrouvé dans le Trou Bleu. Il le sera plus tard, le 9 avril 2011, flottant sur l'étang de Briord. C'est une promeneuse qui le remarque. Il était lesté à un parpaing de 26 kilos, mais la décomposition du corps a relâché des gaz qui l'ont fait remonter malgré le poids du lest. La découverte des membres de Laetitia est relayée par tous les médias nationaux le jour même, et c'est là qu'entre en jeu l'aspect politique. Nicolas Sarkozy, président de la République à cette époque, pointe du doigt les magistrats comme responsables du manquement dans le suivi de la mise à l'épreuve non encadrée de Tony Meillon. En réalité, par manque de personnel pour suivre toutes les personnes mises à l'épreuve, des choix ont dû être faits. Tony Meillon n'était pas considéré comme une priorité, ce qui est discutable lorsque l'on connaît son casier judiciaire. Tony Meillon a des obligations à suivre durant sa mise à l'épreuve, comme trouver un travail, être suivi par un médecin et justifier d'avoir bien rempli ses conditions, autrement, il doit retourner en prison. Évidemment, il n'a rien respecté et aurait dû à nouveau se retrouver derrière les barreaux.
Et puis, Nicolas Sarkozy reprend l'affaire de Laetitia pour mener son combat sur la réforme pénale qu'il souhaite porter. Seulement, son intervention est très mal perçue par les magistrats qui se mettent aussitôt en grève, paralysant la justice française. Sur 195 tribunaux, 170 participent au mouvement de contestation. Désormais, il faut savoir ce qu'il s'est passé. L'autopsie est un moyen de comprendre, et la cause de la mort est identifiée par le médecin légiste. Laetitia Perret est décédée par asphyxie suite à une strangulation. Il y a également eu un acharnement sur la jeune femme, puisque 44 coups de couteau ont été assénés avant le démembrement. C'est un acte absolument monstrueux qui ne peut être le résultat d'une personne saine d'esprit. L'ADN de l'homme est découvert dans la bouche de sa victime, prouvant un acte sexuel et reliant Meillon au meurtre. Mais il n'est pas possible d'établir s'il y a eu consentement ou non, de même pour le viol qui ne peut être prouvé. Les gendarmes reviennent vers Meillon avec les preuves médico-légales incriminantes. Celui-ci décide de replonger dans sa stratégie initiale du silence. Il ne passe pas aux aveux, mais à présent ce n'est plus qu'un détail. Les éléments médico-légaux parleront à sa place en cour d'assises. Comme si cette histoire n'était pas suffisamment sordide, 2 mois plus tard, une autre personne doit se défendre face à un juge, Gilles Patron. Celui qui a accueilli Laetitia et Jessica, mais aussi été soutenu directement par Nicolas Sarkozy, le président de la République. Il est accusé d'agression sexuelle par plusieurs filles qu'il logeait, dont Jessica Perret. Il est interpellé, mais argue qu'il n'a eu de relations sexuelles avec Jessica qu'après sa majorité, que c'était consentant et qu'ils étaient en couple. La cour d'assises de Loire-Atlantique n'entend pas ces explications et il est condamné à une peine d'emprisonnement de 8 ans pour viol et agression sexuelle. Laetitia aurait confié également à une amie qu'elle était une victime de Gilles Patron, mais cela ne sera jamais démontré. Maintenant, c'est à Tony Meillon de répondre de ses actes devant le jury populaire. Le 22 mai 2013 s'ouvre le procès de Tony Meillon devant la cour d'assises de Loire-Atlantique pour le meurtre de Laetitia Perret. Ce dernier n'a toujours pas avoué quoi que ce soit et la réclusion criminelle à perpétuité, s'il devait être reconnu coupable, est en jeu. Face au juge, sa langue se délie finalement. Tony Meillon maintient qu'il a accidentellement renversé Laetitia. Apeuré par cette situation, il l'a embarquée dans sa voiture, la ramenant chez son cousin. Il reconnaît avoir porté les coups de couteau, sans savoir précisément combien, le but étant de faire croire à un crime commis par un rôdeur de la région. En revanche, il nie être à l'origine du démembrement. Il aurait essayé de le faire, mais il en aurait été incapable, cela aurait été trop dur pour lui, et c'est là qu'entre en jeu un complice. Meillon ne révèle pas l'identité de ce complice, parce qu'il l'a aidé, alors il se contente de le nommer Monsieur X. Ce qui est arrangeant pour se dédouaner d'un acte aussi morbide qu'un démembrement, comprenant une décapitation. Voici la version des faits pour la défense de Tony Meillon. Elle reste fragile face aux preuves matérielles et aux expertises dont dispose l'accusation. Parce que l'accident de scooter n'aurait pas pu tuer Laetitia. Les traces de pneus montrent que la Peugeot 106 a freiné avant l'impact, réduisant la vitesse et contredisant la version de Meillon d'après laquelle la voiture se serait soulevée. Les rétroviseurs et les feux n'étant pas brisés, les experts concluent que Meillon a plutôt serré le scooter de Laetitia sur le bas-côté pour la forcer à s'arrêter. Surtout, la cause du décès ne correspond pas à celle détectée après l'autopsie révélant une asphyxie par strangulation. Tony Meillon s'enfonce dans les mensonges et les contradictions. Le jury populaire s'en rend bien compte. Il est temps de rendre le verdict après avoir entendu les versions de l'accusation et de la défense. Les membres du jury reconnaissent Tony Meillon coupable du meurtre de Laetitia Perret. Le juge prononce la sanction qui est la réclusion criminelle à perpétuité accompagnée d'une période de sûreté de 22 ans mais aussi d'une rétention de sûreté. La rétention de sûreté est une action qui découle du gouvernement Sarkozy. Le condamné restera emprisonné dans un établissement spécial tant qu'il sera toujours considéré comme dangereux par des experts psychiatriques. Tony Meillon continue de clamer que la mort de Laetitia est accidentelle et interjette appel durant lequel il promet de dévoiler le nom du complice, Monsieur X, la personne ayant réalisé le démembrement. Durant la procédure, il révèle effectivement une identité,
Et c'est de l'esbrouf. La personne qu'il pointe du doigt a déjà été entendue par les gendarmes et elle dispose d'un alibi solide. Tony Meillon est à nouveau condamné à la réclusion criminelle à perpétuité accompagnée d'une période de sûreté de 22 ans. Simplement, la rétention de sûreté ne fait plus partie de la peine, permettant ainsi à Tony Meillon de demander sa libération conditionnelle au-delà des 22 ans d'emprisonnement. Ceci marque la fin d'un périple judiciaire long et douloureux pour la famille Perret, qui est toutefois soulagée que l'une des plus fortes condamnations pénales françaises soit appliquée au monstre qui a volé la vie de Laetitia. Voici pour cette terrible affaire qui s'est déroulée malheureusement sur notre territoire. Si vous avez apprécié que je vous la raconte, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche et à me suivre sur les réseaux sociaux disponibles en description. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Bye.